Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrans, vous le savez, désormais ça s'apprend bien évidemment et c'est avec notre partenaire le Clémy qu'on va pouvoir approfondir nos connaissances sur une consommation raisonnée et raisonnable du numérique. La famille, tout écran, notre série épisode 15, ce sera à suivre dans notre focus. Amélia Matar a une idée derrière la tech et notre salut va peut-être venir de la prochaine génération, pas la Gen Z dont on parle beaucoup dans l'école du futur, mais encore celle d'après. Et c'est le magazine trimestriel So Good qui nous l'apprend. Et oui, je vous propose un tour du monde de ces enfants fantastiques que vous trouvez en ce moment dans le magazine So Good. Vous allez voir, on n'est jamais trop petit pour voir grand. Il nous tarde justement de voir grand avec toi, Amélia. Le talk, 300 000 personnes réfugiées vivaient en France en 2020, un chiffre qui s'accroît au fur et à mesure de l'actualité et un vivier de talents potentiels pour le secteur du numérique. Alors comment former ces réfugiés justement au numérique pour en faire à la fois un tremplin d'insertion, un tremplin pour l'emploi et qu'est-ce que ces publics ont à nous apprendre en la matière? Vous le verrez, beaucoup de choses. On co-construit les parcours d'inclusion tech aujourd'hui avec nos invités, Joséphine Goub, la CEO de Systech. Bonjour à vous Joséphine. Bonjour. Et Jean Guo, qu'on connaît bien déjà dans l'école du futur, CEO de Connexio. Bonjour Jean. Bonjour. Mais d'abord, focus. Éduquer aux médias et à l'information, c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans. C'est donc avec eux qu'on revoit nos bases en matière de consommation raisonnée et raisonnable du numérique. La famille, tout écran, vous le savez, on les suit dans leur pérégrination entre les écrans et les datas. Aujourd'hui, qu'ont-ils à nous apprendre? On le découvre dans l'épisode 15 de La famille, tout écran. Théo, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt. Voilà ce qu'il faut faire. En premier, tu ouvres le navigateur. Ensuite, tu vas sur le moteur de recherche, puis tu tapes ce qu'on appelle les mots-clés. Par exemple, si tu cherches des vidéos sur Mario, tu tapes vidéo et Mario. Tu fais quoi? Je prends des notes. Jamais oublier les fondamentaux. Ensuite apparaissent les résultats. Attention, les premiers ne sont pas forcément les plus justes. Parfois, ils sont là parce qu'ils ont payé pour être en premier. Tu dois toujours surfer avec un adulte à côté de toi. Ou alors aller sur les sites spéciaux pour les enfants que maman t'a installés. D'accord, mon grand? Ça roule, merci Baba. Je t'en prie. Ça me fait plaisir de partager mon savoir avec toi. Mais où a-t-il appris tout ça? Ça, je peux te le dire. Chérie, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt? Pour les papas et les mamans, pensez à paramétrer mon navigateur. Installez un contrôle parental et accompagnez vos enfants dans leur recherche sur le net. Chérie, c'est grave quand l'ordinateur fait boum et il se rallume plus? Oh, ça c'est PC portable tout craché. Il fait le coup de la panne pour avoir une nouvelle batterie. Et voilà pour les pérégrinations de la famille tout écran. Notre talk, on l'ouvre tout de suite avec cette question, la tech qui vient en aide aux réfugiés. Oui, mais est-ce que les réfugiés peuvent aussi venir en aide à la tech? Oui, on ouvre la discussion tout de suite. Et pour ce faire, on est en plateau avec Jean Guo, CEO de Connexio, et Joséphine Goub, la CEO de Systech. J'ai envie de démarrer avec un témoignage qui m'a particulièrement frappée. C'est celui d'un de vos apprenants, Jean, pour un des programmes initiés par Connexio en faveur notamment des personnes réfugiées en France. Voilà ce qu'il dit, cette personne. Il faut apprendre à parler la tech. Ça veut dire quoi? Que la première langue finalement vernaculaire, ça va devenir le numérique, le code, l'algorithmie. C'est avant tout la langue qu'il faut savoir parler aujourd'hui quand on est réfugié? Je dirais aussi chez Connexio, comme en fait on a des parcours qui vont vraiment des compétences numériques de base jusqu'à des niveaux assez avancés. Pour nous, c'est de dire qu'avec la pandémie, on avait vu que c'est vraiment difficile de passer de côté du numérique dans notre vie pratique, sur toutes les démarches administratives, toutes les fonctions de base dans notre vie, et aussi des démarches pour aller vers le marché de l'emploi aussi, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 86% de toutes les démarches, candidature en ligne, entretien en visio, qui passent complètement en fait en ligne. Et si on ne maîtrise pas sur
utilisent ces compétences de base, c'est très en fait, c'est des freins en fait pour pouvoir en fait avancer dans notre vie professionnelle. Donc je pense qu'il y a en fait bien sûr ça sur les bases et aussi le numérique comme secteur d'opportunité pour l'emploi en fait sur d'autres métiers de demain. Mais je pense que c'est vraiment ce sens large que le numérique est devenu en fait un outil, un langage de notre de notre siècle aujourd'hui, et il faut en fait tous en fait être inclus dans ça. Oui, il y a ce côté, Joséphine, en effet, finalement, porte d'entrée sur l'insertion, sur l'emploi, avec ces compétences numériques. Il y a aussi le numérique outil pur et dur. Comment est-ce qu'on peut candidater quand la candidature se fait en ligne et qu'on n'a pas accès à ces services, justement, numériques. Le numérique, plus que jamais, ça va être ce passeport, j'ose l'expression, pour l'insertion. Oui, c'est exactement la phrase qu'a dit une des apprenantes hier soir. Elle a dit c'est un passeport pour rentrer dans ce monde plus facilement. On revient sur le langage. Ça va être un des premiers obstacles pour une personne réfugiée, la langue locale. Parce que cette personne n'a pas choisi le pays dans lequel elle arrive, elle ne le parle pas souvent. Et donc, parler l'allemand, le grec ou l'italien, dans le pays dans lequel Systech est aujourd'hui, c'est moins évident, et sa grammaire est moins évidente que de parler le Python ou le Node.js qu'on a pu apprendre par ailleurs par le passé, parce que certaines de ces personnes sont déjà informaticiennes ou développeuses. Et donc, ça permet d'accélérer une inclusion, notamment, on le sait, dans les entreprises du numérique. Ce qu'on regarde, c'est la compétence moins le diplôme, et ce qu'on est capable d'apprendre, parce que ce sont des langages qui sont extrêmement vivants, l'informatique, qui évolue tous les jours, et donc on ne sait pas déjà, on se dit avec le web 3.0, il y a un nouveau langage qui se crée, donc il faut l'apprendre. Donc c'est une fenêtre d'opportunité énorme pour des talents, des gens qui sont assez intelligents, mais qui ont tout perdu, dont la vie s'est arrêtée, il faut reprendre. Oui, et ce qui est intéressant avec Systech, alors Systech, c'est le nouveau nom d'une initiative que vous aviez menée dès 2015, une start-up d'ONG ou une ONG de start-up, je ne sais pas très bien comment le dire, qui s'appelait TechFugees. TechFugees existe toujours, mais vous avez choisi de vous concentrer désormais sur des publics de femmes réfugiées pour réellement pouvoir faire du sur-mesure avec elles. Je crois qu'il y a une très belle ambition qui est de former 400 femmes d'ici 500 femmes même d'ici 2024. Déjà 140 jeunes femmes, jeunes filles formées justement à ces compétences numériques. Vous le disiez vous-même, elles sont même déjà parfois ingénieures dans les pays dont elles arrivent. Elles ont appris quoi? Et surtout, qu'est-ce qu'elles vous ont appris? Alors d'abord, je veux revenir sur le fait qu'effectivement, c'est concentré sur les femmes. Je pense qu'il est important de le redire, c'est dans les médias, on va nous parler de migrants, de réfugiés sans le E, de migrantes. L'image qui va venir, c'est vraiment une histoire d'hommes. Or, 50% des personnes réfugiées dans ce monde sont des femmes, sont des enfants. La crise ukrainienne l'a remis un peu sur le devant médiatique. Ce sont des femmes et des enfants qui sont partis parce que c'était eux qui pouvaient partir. Donc ça, c'est bien, c'est qu'on commence à y avoir un peu plus d'éducation, un peu plus de conscience qu'on ne parle pas que d'hommes. Et donc nous, ce qu'on a vu au travers des années avec TechFugees auparavant, mais maintenant Systech, c'est que ces femmes avaient très peu accès à toutes les formations numériques, qu'elles n'arrivaient pas à s'insérer moins bien que les hommes. Donc on a voulu se concentrer sur ce public qui a des besoins très spécifiques et des challenges très spécifiques. C'est quoi? C'est je suis celle qui reste à la maison. C'est un rôle plus féminin, genré. Je suis celle qui s'occupe des enfants en priorité. Et donc on a co-construit plutôt, avec ces femmes, des programmes aujourd'hui qui sont en Italie, en Grèce et en France, et qui leur permet de se réintégrer au marché du travail auquel elles participaient auparavant, parce qu'elles sont architectes, docteurs, ingénieurs dans leur pays d'origine. Absolument. Mais ces diplômes ne sont pas reconnus ici, ou en tout cas, elles ne parlent pas la langue locale et le diplôme n'est pas reconnu. Et donc, on a créé des programmes en partenariat avec des personnes qui délivrent des formations, donc des contenus de formation comme Open Classroom. Et donc, nous, notre métier, c'est vraiment à Systech d'être dans l'orientation, dans l'accompagnement vers la formation, et ensuite de créer un écosystème d'entreprise qui va les embaucher à la fin, avec ensuite des partenaires qui vont ramener les diplômes certifiés et les contenus de qualité en ligne. Donc vous pouvez les aiguiller de façon là aussi beaucoup plus sur mesure, regarder avec elles aussi peut-être les envies aussi de métiers qu'elles vont avoir à partir du moment où elles enrichissent ces compétences numériques, où elles les remettent à jour. J'aime beaucoup le mot que tu viens de prononcer qui est de l'envie, parce que en fait ce qu'on leur retire souvent, c'est cette option, c'est ce choix.
Et on le dit souvent à Sistec, nous, notre métier, c'est l'émancipation, certes, comme beaucoup d'associations, mais c'est surtout de les remettre dans les métiers de leur choix, qu'elles ont choisi. Et le choix, elles ne l'ont pas quand elles arrivent ici. Elles n'ont pas le choix de ne pas apprendre le français ou l'italien ou le grec. Elles n'ont pas le choix de choisir de reprendre des études de médecine à 36 ans alors qu'elles étaient le plus grand médecin de Damascus. Elles doivent... Et donc, on veut replacer au cœur, c'est je vais avoir le choix de choisir mon orientation dans ce secteur qui évolue énormément et qui est prêt à embaucher. Et je vais me sentir acteur de ma propre inclusion. Donc, merci de remettre ce mot. Elle vous en prie, vraiment sur c'est intéressant, justement, cette question du choix, cette question aussi de l'autonomisation des parcours, Jean, parce que c'est aussi une des missions qui animent Connexio. L'ambition, là aussi, c'est de pouvoir former toutes les personnes marginalisées au numérique, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur origine, leur dire aussi que tout est possible. Et il y a une ambition là aussi, c'est de vous implanter d'ici 5 ans, je crois, dans 10 pays, 40 villes qui subissent de plein de fouet le fléau mondial de l'exclusion numérique. On parle de quelle ville et de quel pays en particulier? On parle de la France ou simplement parfois même? Donc je pense qu'on a commencé avec la France, vu les activités, en fait, on a bien ancré avec des partenariats en fait, sur le terrain. Et donc aujourd'hui, en fait, comme on avait aussi développé chez Connexio, on avait vu les besoins numériques, comme Joséphine a bien dit aussi, ça évolue tellement vite aussi, on doit aussi pouvoir ajuster. Pour nous, on va aussi être là sur les premières briques, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup des publics qui maîtrisent moins bien, en fait, ces compétences de base. Et ensuite, comment on peut les orienter après avoir, en fait, vu, en fait, des formations sur ces premières briques, sur tout autre parcours de formation, l'entrepreneuriat ou aussi aller directement vers l'emploi. Donc aujourd'hui, en fait, Connexio, on a une présence en France sur plus d'une douzaine de villes et en fait sur justement 40 sites opérationnels d'activités de formation. Beaucoup de fois, en fait, soit c'est des salles de formation en fait détenues par Connexio, mais c'est beaucoup en partenariat local avec d'autres associations, avec les mairies. L'objectif directement, c'est aussi de pouvoir orienter des personnes, diagnostiquer déjà en fait leur maîtrise, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des questions aussi sur est-ce qu'on peut bien mesurer les enjeux d'autonomie numérique et ensuite pouvoir en fait aider des gens à aller beaucoup plus loin dans leur parcours d'intégration socio-professionnelle. Et donc pour nous, Connexio aujourd'hui, c'est de vraiment aller sur les territoires où il y a des forts besoins, mais aussi de trouver en fait un écosystème d'acteurs aussi sur les enjeux de logement, sur les autres enjeux en fait de premiers services, de services de première ligne, de pouvoir aussi être en fait accueillis dans ce type d'environnement pour assurer que c'est pas pour une raison que quelqu'un n'a pas un logement stable ou quelqu'un en fait n'a pas pris encore le cours de français pour pouvoir continuer en fait leur parcours de formation chez nous. Donc aujourd'hui, on avait commencé à développer bien sûr en fait nos formations à Paris, ensuite en Seine-Saint-Denis, les Yvelines, à Bordeaux, à Lille et bientôt à Nantes. Mais c'est aussi sur la moitié de ces territoires, c'est des acteurs locaux qui sont venus en fait nous chercher pour des besoins et on avait vu aussi ensemble comment on peut adapter des parcours de formation vis-à-vis en fait les besoins de leur public. Ça peut être des jeunes décrocheurs, ça peut être aussi des personnes réfugiées, des personnes éloignées de l'emploi. Mais je pense que chaque situation en fait demande aussi de travailler vraiment étroitement en fait avec les autres acteurs de territoire pour pouvoir en fait avoir des en fait parcours de formation qui correspondent aux besoins et les attentes de chacun en fait de nos apprenants. Oui, s'appuyer vraiment sur ce maillage territorial, sur ces acteurs de terrain. On imagine qu'il pourrait y avoir, par exemple, aussi des ponts entre Connexio et Sistec. Là aussi, Joséphine, la force du réseau, la force de s'appuyer sur des formations complémentaires, des initiatives qui vont aussi permettre d'enrichir le parcours de ces femmes déplacées ou réfugiées, c'est crucial. Oui, c'est crucial. On est dans le monde associatif, on n'est pas dans la compétition, donc il faut de la collaboration. Les ponts entre Connexio et Sistec, ils existent déjà. Nos apprenantes chez nous, comme je l'ai dit, on est un parcours d'orientation et d'accompagnement vers la formation, donc on va réorienter vers Connexio quand la personne, son besoin, c'est en fait de se former sur des choses, et ça existe déjà. Et ce maillage-là, il fonctionne très très bien. Après, la limite de ce modèle, c'est que, si je peux le mettre ici, c'est il faut les sortir. Nous, notre ambition n'est pas de les replacer dans un maillage que d'associations et, on va dire, d'aide et de soutien. C'est vraiment de les faire sortir là-dedans. Donc, quand on voit chez nous quelqu'un arriver qui est déjà passé par Connexio, qui est déjà passé par Simplon et qui nous dit « Est-ce que vous pouvez nous aider ?» On dit on pense que
t'as fait le tour des associations, en gros, qu'on va pas apporter grande valeur, donc non. Mais peut-être qu'on peut trouver un partenaire qui va offrir une alternance ou un stage, et donc les sortir aussi de sorte de boucle un peu en série où ils ne sortent pas. Parce que ce qui est important, nous, on a des Assistech depuis 2019. On fait des rapports indépendants d'impact. Donc, une personne indépendante vient évaluer notre travail, c'est-à-dire si on a vraiment fait ce qu'on avait dit qu'on faisait. Oui, mais c'est bien. Et c'est bien parce que ça nous permet d'itérer, c'est-à-dire de s'améliorer chaque année sur là où on n'a pas été bon, de continuer à savoir là où on produit de la valeur. Et quels sont les points, par exemple, sur lesquels on doit s'améliorer ? Ah oui, complètement. Il y en a plein. Je pense... C'est beau la résilience de Joséphine. Un des grands points ou laquelle on a dû s'améliorer et qui est intéressant et que je partagerai ici, c'est on a voulu vachement maîtriser tout le cercle d'accompagnement, même si on faisait de la co-construction, on voulait le maîtriser beaucoup plus. Et ce dont les rapporteurs d'impact nous ont dit, c'est de lâcher un peu prise. Et de ne pas avoir peur de faire plus d'erreurs et donc de beaucoup plus ouvrir à des bénévoles la possibilité de construire des choses innovantes dans nos programmes sans qu'on en maîtrise tout. Donc on a un peu ouvert le contrôle. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est ça. Et ça nous a permis de passer, en fait, c'est vrai, de 15 femmes réfugiées aidées par promo à 40 aujourd'hui par promo. Et c'est vrai qu'on va... Forcément, en 2024, on fera 500 femmes réfugiées, c'est clair. On en fera plus, en fait. Mais on se donne un peu des milestones assez ambitieux. Après, l'objectif n'est pas 500 femmes, 1000 femmes, c'est pas le chiffre, c'est la qualité. Et si on peut toujours faire la même qualité que quand on faisait 15 femmes, c'est ça notre objectif. La qualité et l'employabilité, ça aussi, c'est important pour vous, Jean, et pour Connexio. Je crois que c'est une des raisons qui vous a poussé aussi à déployer vos programmes au Kenya, en Jordanie, au Malawi aussi. C'est la 3e saison, si je ne m'abuse, de ce programme que vous mettez à disposition des freelancers numériques. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, donc je pense depuis 2019 aussi, donc on avait commencé nos activités en France, mais on avait vu aussi tout de suite que ces enjeux sont globaux. Mais pour nous, en fait, c'est comme on ne connaît pas forcément le contexte local dans chacun de ces pays, mais on avait vu il y a un besoin en termes de, il y a des talents partout en fait dans ces autres endroits, mais quelquefois ils ne sont pas connectés en fait aux plateformes, aux opportunités économiques. Donc on avait designé depuis 2019 des programmes avec des partenaires locaux d'autres ONG comme JRS, Jesuit Refugee Service, comme Refugee. Et l'objectif, c'est on partage tous les outils pédagogiques, nos méthodes de aussi en fait former des formateurs et on accompagne justement ces autres structures pour livrer nos formations. Donc l'objectif, c'est d'appuyer sur en fait l'expertise plutôt pédagogique de Connexio, sur nos capacités de livrer nos formations et d'appuyer sur le contexte, l'expertise locale de ces partenaires pour vraiment en fait mieux accompagner en fait leurs apprenants, apprenantes. Et l'objectif dans chaque pays, c'est vraiment en fait de aussi en fait adapter un peu plus légèrement les méthodes pédagogiques pour être sûr que je pense que en termes des évaluations en fait tous en fait les objectifs à la fin de nos parcours en fait c'est vraiment bien en fait construit et en fait bien en fait livré en termes de programme. Et donc aujourd'hui, on avait commencé en 2019 au Malawi dans en fait le camp réfugié le Gileka, ce qui est en fait le plus grand camp réfugié francophone en Afrique. Et depuis, en fait, on est sur la 3e cohorte. Donc, c'est 80% des apprenants qui ont fini la formation. Et en termes de revenus, en fait, sur aussi une évaluation externe qui a été faite suivant après la formation, on a des apprenants qui gagnent en moyenne $500 par mois sur les plateformes de freelance. Et pour nous aussi, on avait appris sur le fait que dans certains de ces endroits, il y a des enjeux, des contraintes assez importantes sur en fait le fait de pouvoir pas travailler en fait légalement dans les pays ou en fait avec les statuts justement en fait qui rendent en fait ces situations un peu compliquées. Il y a beaucoup de vide juridique dans certains endroits où les réfugiés sont amenés à devoir suivre un nouveau parcours en l'occurrence. Et de l'autre côté, en fait, on avait vu avec la pandémie, avec le Covid aussi, que le travail en ligne, le freelance, ces métiers-là, ça a commencé en fait à vraiment augmenter en nombre d'opportunités. C'est un marché qui explose et donc pour nous, c'est de dire il y a en fait les talents d'un côté qui ne sont pas encore connectés. Il y a aussi les opportunités qui commencent à augmenter. Comment, en fait, on peut vraiment faire ce pont et pour nous, en fait, d'être en fait un acteur qui va
plutôt en fait aider en fait à faire l'empowerment des autres structures par en fait nous-mêmes si dans certains contextes sur le terrain en fait ils sont mieux placés pour livrer directement nos formations. Donc on avait lancé les premiers programmes au Malawi et là on avait lancé cette année un programme dédié en fait aux femmes réfugiées au Kenya avec Refugee et on avait lancé en fait en juin justement il y a 2 semaines on avait commencé en fait à recruter nos premiers formateurs sur le terrain à Amman en Jordanie aussi. C'est intéressant ce que vous dites là, Jean, et avant qu'on aille faire un tour du côté de la planète tech, parce que je sais que la régie veut absolument qu'on aille voir le ZAP, mais je voudrais juste faire réagir Joséphine à cette question-là. C'est un tabou de se dire que oui, des personnes réfugiées, elles peuvent gagner de l'argent, et bien, en l'occurrence, mieux gagner leur vie, et se dire qu'elles peuvent être aussi freelanceurs et freelanceuses du numérique. Je ne parlerai pas peut-être du terme tabou. Oui, il y a une tension cognitive. Les gens ne veulent pas avoir ça dans leur... Quand je dis les gens, c'est pas la perception qu'on nous donne dans les médias que ces personnes puissent être émancipées, etc. Donc oui, ça fait bizarre quand on se dit qu'ils peuvent s'en sortir et qu'on peut trouver des solutions et qu'ils peuvent être en fait, capables de s'en sortir eux-mêmes. Je pense que c'est une dissonance cognitive. Mais en fait, ça existe. Et c'est la grosse opportunité qu'offre le numérique aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'a pas de frontières, on va dire, entre guillemets, qui peut, dans l'espace et le temps, s'offrir à nous à n'importe quel endroit. Et c'est une énorme opportunité pour nous. Après, il y a ses limites. Alors justement, comment est-ce que ces personnes réfugiées, déplacées, sont des talents, sont une véritable force aussi pour les écosystèmes numériques? On revient à notre discussion dans un instant, mais d'abord, promis, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le ZAP avec Cheryl Jessica Isenge. ¿Cuáles se me ven mejor? ¿Estos? 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 No, los de arriba, güey. ¿Cuáles? ¿Estos? Sí, esos, güey. Mira, güey, si le quedan a todos. Email or text. Nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Jean Guo pour Connexio et de Joséphine Goub pour Systech. Vous le savez, aujourd'hui, on parle de la façon dont les personnes réfugiées déplacées sont une véritable chance pour les écosystèmes numériques et comment le numérique peut justement les aider à être un tremplin d'insertion et d'emploi. Mais d'abord, Amélia Matar a une idée derrière la tech. Et Amélia, avec toi aujourd'hui, on part à la découverte, à la rencontre de jeunes
pas comme les autres. Absolument. Alors on peut le dire, notre époque est un peu déprimante, voire flippante. Et il faut bien l'avouer, quand So Good, le magazine, sort un numéro aux couleurs solaires et au contenu qui réchauffe, on prend et on s'en délecte même. Alors, So Good dédie en ce moment même un numéro aux enfants qui bravent les interdits pour nous sauver, nous tous. Et j'ai eu envie de vous en présenter quelques-uns de ces enfants tous plus géniaux les uns que les autres. Alors, comme par exemple Reshma Kasarajou, qui, âgée de 15 ans, a passé des heures à s'instruire sur le sujet du changement climatique jusqu'à développer sa propre intelligence artificielle de prédiction des feux de forêt avec une précision de près de 90%. Ce projet est encore un prototype aujourd'hui, mais Reshma a reçu le Children's Climate Prize décerné par la Climate Foundation et souhaite que sa solution soit le plus largement diffusée, notamment sous forme d'application. J'ai eu aussi envie de vous parler de Nandi Bushell, qui est incroyable, qui a défié du haut de ses 11 ans le batteur du groupe des Foo Fighters dans un duo de batterie. Dave Grohl a accepté de relever le défi et cet affrontement a donné lieu à des vidéos tout à fait incroyables dans lesquelles on voit cette fillette exécuter à la perfection des morceaux super compliqués. Encore plus incroyable, les Foo Fighters ont invité Nandi à monter sur scène lors de l'un de leurs concerts à Los Angeles et à interpréter une de leurs chansons, ce qu'elle a fait avec brio. Les images, franchement, donnent des frissons. Dans ce numéro, on trouve aussi le portrait d'une autre jeune fille, Aïssatou Bari, 15 ans, qui, elle, se bat en Guinée contre les mariages forcés et les mutilations génitales depuis ses 12 ans. Alors, cette jeune fille, décrite comme une personne déjà pleine d'aplomb, débarque dans les mariages forcés, interrompt la cérémonie et sauve la victime, accompagnée de policiers qui encadrent l'opération. Ouais, c'est tout à fait surprenant. Joséphine est en train de se dire, mon Dieu, mais que de talent sur cette planète. Depuis ses 12 ans, c'est vraiment c'est hyper courageux. Donc aujourd'hui, son ONG compte 500 membres et tente aussi d'accompagner les jeunes filles à l'issue de ces opérations coup de poing. Et on ne peut que saluer effectivement le courage incroyable qu'il faut pour se saisir d'un sujet aussi épineux. Peu d'adultes s'y frottent, donc quelle audace pour une enfant de se dire qu'on peut contribuer et aussi trouver des solutions. Et assurément, c'est aussi de l'audace dont fait preuve la jeune Hilde Lysiak, qui a 7 ans, fonde un journal qui porte sur l'actualité de sa ville en Pennsylvanie. Et donc cette jeune fille de reporter, cette fille de reporter devient une personnalité publique lorsqu'elle publie à 9 ans un scoop sur une affaire de meurtre dans son journal, le Orange Street News. Waouh. Voilà, donc 9 ans, hein. Moi à 9 ans, je pense que j'étais occupée à vivre de grandes épopées amicales dans la cour de récré à base de « je te cause plus, moi non plus, je vais le dire à ma mère ». Elle, à 9 ans, elle publie en exclusivité, avant tous les autres médias locaux, une affaire de féminicide dont elle entend parler par hasard lorsqu'elle enquête sur une autre affaire depuis le commissariat. Tout ça est très normal. Elle se rend sur le lieu du crime, normal, interroge le voisinage, mène son enquête et publie la breaking news qui fera d'elle une vraie star. Cette affaire a quand même conduit Hilde à refuser un job de journaliste au New York Times parce qu'elle préfère être son propre patron. Oui, c'est logique. Et en toute simplicité, Michelle Obama lui a accordé une interview et Apple TV a fait une série sur cet enfant qui est parfaitement extraordinaire, on peut le dire. Est-ce que nous aussi en France on a des super kids? Mais oui, absolument. Autre enfant hyper impressionnant, plus proche de nous géographiquement, c'est Raphaël qui agit depuis ses 11 ans pour dépolluer la Seine grâce à son association Raph sur Seine qui compte presque 22 000 followers sur Instagram. Et donc Raphaël s'adonne à une pêche très particulière. Au lieu de pêcher des poissons à l'aide d'un appât, il pêche toutes sortes d'objets métalliques à l'aide d'un aimant hyper puissant et participe ainsi à vider la Seine de ces innombrables objets qui polluent son lit. Récemment, Raphaël a organisé une exception de ces objets les plus farfelus dénichés dans notre feuve parisien. Donc en vrac, on trouve des pistolets, un coffre-fort, des bijoux, des clés de voiture, peut-être les miennes, et même le sommier d'un lit de place. Ils sont vraiment plein d'autres enfants époustouflants dans ce numéro. Allez vite vous le procurer. Ça vivifie et ça donne envie de croire en l'avenir. Et pour finir, je voudrais parler d'un petit garçon qui n'est pas dans ce numéro, mais qui est mon petit héros à moi. À 5 ans, il a participé de bon cœur pendant plusieurs heures au World Cleanup Day, la journée mondiale de nettoyage de la planète. Et à 6 ans, il a passé son après-midi du 24 décembre auprès d'une mamie isolée avec l'association Petit Frère des Pauvres, après lui avoir offert un joli dessin dessiné
spécialement pour elle. Il s'appelle Jules, c'est mon fils. Et quand je l'observe, moi aussi, je nourris de grands espoirs pour notre humanité. Ah, Jules Mattard, en futur grand nom de Génération Talent. J'espère qu'Édouard Deneau a pris plein de notes pour les futurs focus. Vous savez, de ces ados incroyables qu'on ne suit pas et ces enfants aussi qu'on suit partout à travers le monde. Merci Amélia, ça donne du baume au cœur quand même. Et de l'espoir. Ouais. Oh, oui. Jean, quel était le portrait qui vous a le plus étonné chez ces enfants? Je pense tous, je pense parce que là, pour nous aussi, on voit que dans les futures années, les enjeux vont être énormes, le changement climatique, les enjeux de migration, et je pense qu'il faut qu'on a justement en fait des personnes avec ce type d'audacité, le courage aussi d'aller. Je pense que pour nous, ça rime aussi bien avec la mission chez Connexio, qui est de aussi être sûr que tout le monde mérite d'être répertorié pour son talent. N'importe où dans le monde, je pense que quel parcours ils avaient eu avant. Les enfants, c'est un public, les enfants réfugiés, migrants, ce sont des publics auxquels vous vous adressez ou pas du tout? Joséphine, vous êtes plutôt sur des publics qui sont des femmes, qui sont déjà des professionnels dans leur pays, qui ont envie d'enrichir leurs compétences numériques. Mais est-ce que le public enfant, c'est un public plus particulier pour justement leur permettre d'accroître ces compétences numériques? Nous, on n'adresse pas les enfants réfugiés par rapport à nos programmes, mais comme ce sont des femmes, en moyenne, elles ont 2 enfants. Et donc, ça a une répercussion. D'aider la mère à s'émanciper, qu'elle ait un revenu, une partie de notre travail, c'est aussi de procurer des babysitters pour qu'elle puisse se concentrer sur nos programmes. Donc, ça change la vie du quotidien de ces enfants. Ces enfants rencontrent d'autres enfants quand on est en Grèce. Ça va être des babysitters mutualisés, et donc les enfants vont rencontrer d'autres enfants qui parlent d'autres langues. Qui ont d'autres âges, vont sortir des camps, parce qu'en Grèce, on parle de personnes qui sont dans des camps. Et donc, la vie des enfants va changer, et ils vont voir leur mère s'émanciper à travers le digital, et ils vont voir la mère revenir avec des revenus et pouvoir s'acheter beaucoup plus de choses. Donc, d'une certaine manière, nous, indirectement, on a une influence. Et ces enfants aussi commencent à s'intéresser à l'ordinateur de leur mère qu'on leur procure et à dire « Maman, tu peux me prêter ton ordinateur ?» Ben voilà, pari coché, en effet. Jean, la population des enfants, plus spécifiquement, c'est aussi un sujet que vous avez envie d'adresser chez Connexio? Donc aujourd'hui, je dis que peut-être on est dans la même situation, qu'on touche plus les personnes à partir en fait, de 18 ans, mais de plus en plus, on a commencé à travailler en fait un peu plus tôt. Par exemple, on a commencé des programmes de sensibilisation auprès des lycéennes, parce qu'on avait vu aussi pour vraiment briser les stéréotypes des personnes qui sont en fait des bons fits pour les métiers numériques. On a toujours en fait encore des enjeux sur les enjeux de diversité, et donc on a commencé en fait à travailler en fait sur des plus jeunes âges, et après aussi on a commencé à réfléchir avec d'autres partenaires, donc pas nous spécialisés sur le sujet, mais sur les enjeux de parentalité et numérique aussi, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aussi sur les enjeux je pense que sécurité sur Internet, quand en fait mes enfants en fait ils vont aller sur certains sites, et donc je pense qu'on a commencé à avoir de plus en plus des questions auprès des parents sur comment en fait je fais travail ou en fait parler avec mes enfants sur ces sujets-là. Oui, parce que quel que soit son parcours, on est tous des citoyens, des citoyennes du numérique, Joséphine. C'est un sujet, non, il faut mettre le point dessus. Une grosse partie de notre orientation et de nos premières sessions, c'est sur le GDPR. Non, le GDPR. GDPR, le RGPD en bon français. On aime ces acronymes européens. Le RGPD, et c'est là où, quand on est une personne réfugiée, qu'on va faire face souvent aussi à des services numériques, et on va devoir donner ces données, ces informations personnelles, on ne connaît pas toujours le droit, le RGPD. Et quand on fait leur première session, on leur explique qu'ils ont un droit de savoir où vont leurs données, de pouvoir avoir ces données informées. C'est des sessions où ces personnes sont souvent très engagés et nous reviennent en disant merci beaucoup, vous m'avez autonomisé par rapport à ces questions, maintenant je sais que le droit est derrière moi et que je peux aller voir le HCR et leur dire mes données vous pouvez les retirer, et je me sens dans le contrôle, alors que et je dis ça pour les publics réfugiés, mais je pense pour toute la population, on n'a pas cette information et cette éducation, et c'est très très important. Et on va revenir justement dans un instant à la question de l'identité numérique des personnes déplacées et réfugiées, parce qu'on l'a bien compris, c'est aussi une question de sécurité, et même parfois qui les prémunit d'actes délictueux par les mafias qui pourraient s'emparer justement de leurs données. Je voudrais juste réagir d'abord, Amélia, à ce qu'on vient de se dire sur les enfants notamment réfugiés, sur la façon dont la parentalité numérique aussi se transmet encore une fois.
fois, quel que soit son parcours, parce que au-delà d'être une des chroniqueuses émérites de l'École du Futur, Amélia, tu es aussi la cofondatrice de Coloris. Tu es amenée à rencontrer des publics enfants et à proposer Coloris à des publics enfants réfugiés. Alors, on a du mal à vraiment déterminer si spécifiquement on intervient auprès de ces publics. Aujourd'hui, on intervient beaucoup dans des contextes de quartiers prioritaires, notamment de REP, donc avec une grande diversité de publics. Et ce qu'on observe, et notamment quand on est dans des situations d'ateliers parents-enfants, c'est que finalement, le parent et l'enfant apprennent en même temps les basiques du numérique et que effectivement, les parents se sentent aussi pleinement investis et concernés par l'éducation qu'on propose à leurs enfants. Et c'est hyper touchant de voir qu'il peut y avoir aussi un co-apprentissage à ce moment-là. Allez, on continue à parler co-apprentissage, nous cette fois-ci, mais pour toujours les personnes réfugiées déplacées et leur rapport au numérique. C'est la deuxième partie du talk. Et je le disais en l'ouverture de cette émission, selon le dernier rapport de la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, 300 000 personnes réfugiées vivaient en France en 2020. Les chiffres n'ont pas été actualisés, mais on imagine qu'ils ne font que croître au vu de l'actualité. Ce qui est important aussi, c'est que cette délégation interministérielle, elle veut accélérer l'accès au numérique de ces publics et elle vient de publier, il y a quelques jours à peine, un guide de bonnes pratiques parmi lesquels on rappelle la nécessité de partir des besoins concrets des bénéficiaires pour utiliser d'abord le bon équipement numérique. L'importance aussi d'adapter le niveau de maîtrise de la langue. 87% des réfugiés mettent en avant la barrière justement de cette langue à acquérir une fois qu'ils arrivent sur leur territoire de destination. Sensibiliser aux enjeux de la sécurité cyber, on vient d'en parler. Accompagner sur l'importance de contrôler son exposition en ligne et son profil numérique. Et puis surtout, faciliter la recherche d'emploi. C'est finalement des bonnes pratiques qu'on a mis en œuvre toutes seules comme des grandes dans la première partie de cette émission. C'est une délégation interministérielle qui est importante pour vous. Vous travaillez avec ces institutionnels-là? Oui, et je suis très heureuse, enfin en tout cas à Sistec, on est très heureux que cette délégation ait pu voir le jour. Elle a créé un site et une application qui s'adresse à tous les réfugiés dans plusieurs langues, qui a été co-construit avec ces personnes réfugiées. D'ailleurs, dans les équipes de la DIR, on trouve des personnes réfugiées elles-mêmes. Et je trouve... La France a été un petit peu précurseur là-dessus, parce que je vois qu'en Europe, j'ai pas vu beaucoup d'équipes réfugiées, ou en tout cas co-construites avec des personnes réfugiées, qui ont créé des sites et portails gouvernementaux et applications. Je n'ai vu que des entreprises privées ou des ONG le faire. Donc, on est très fort en France. Absolument. Jean, cette délégation interministérielle, elle vous inspire aussi pour pouvoir mettre en œuvre les programmes de connexion? Je pense que oui, c'est important aussi parce qu'ils travaillent avec une coalition des différents acteurs et je sais que sur la construction de réfugiés.info, par exemple, on avait contribué aussi, par exemple, des fiches lexiques, des choses qu'on avait en termes de support pédagogique pour justement que ça soit partagé sur la plateforme. Aujourd'hui, le fait aussi qu'ils avaient vraiment mis en place une stratégie spécifique inclusion numérique est très important parce que dans certaines discussions, on avait vu ensemble dans les groupes de travail, tout le monde, je pense, a vraiment en fait rendu compte en 2020 que le numérique était essentiel parce qu'il y avait des enjeux en fait et on avait fait aussi ces types de sondages chez Connexio. Près de la moitié de nos publics soit n'avaient pas l'équipement ni la connexion. Et je pense pour les autres structures qui travaillent aussi avec la DIR, c'était aussi ces enjeux parce que ça les bloquait en fait, ça les empêchait de faire des démarches administratives, ça les empêchait de faire beaucoup des choses. Et donc, je pense que c'est des enjeux très importants sur lesquels il faut aussi mettre en lumière sur l'importance de maîtriser ces outils numériques pour justement tous les acteurs en fait, et tous les publics qui sont concernés qui travaillent avec la DIR. Et justement, un de vos chevals de bataille, c'est ce droit universel à la formation numérique, un peu comme un droit opposable au logement, si je comprends bien. Comment est-ce qu'on peut réussir à le mettre en place, Jenny ? Oui, donc merci beaucoup Marjorie pour avoir posé cette question parce que c'est vraiment en fait quelque chose qui nous tient au cours. Comme aujourd'hui, on a pas mal en fait d'observations. Quels sont les freins, les obstacles qui rencontrent nos apprenants sur le terrain? Souvent, ce qu'on voit, c'est en termes de dispositifs de la formation professionnelle. Les personnes qui ont plus facilement recours à ces dispositifs sont des personnes qui sont déjà en situation d'emploi. Mais par exemple, pour les personnes réfugiées, quand ils arrivent, même s'ils ont travaillé en fait des années dans d'autres pays, ils avaient en fait eu tout un parcours
parcours professionnel, ils ont 0 crédit dans leur compte professionnel de la formation. Et c'est un peu dommage parce qu'ils ne peuvent pas en fait, bénéficier des aides, en fait, des dispositifs pour les aider à monter en compétences et vraiment en fait, aller en fait, plus loin dans leur parcours. Et donc pour nous, ce qu'on veut proposer avec cette idée de proposition de un peu CPF numérique, si on voulait, c'est vraiment en fait, donner en fait, à les personnes qui sont vraiment éloignées du marché aujourd'hui un doigt, comme tous les autres doigts, pour être formés sur ces compétences. Parce qu'aujourd'hui, comme on avait dit tout au début de l'émission, en fait, numérique, c'est aussi comme un langage. Et si on n'est pas inclus, on ne parle pas ce langage, on est vraiment exclu de beaucoup de dimensions de notre vie sociale et la vie économique dans la société. Donc, je pense que pour nous, c'est vraiment étape essentiel pour pouvoir accéder à plein d'autres choses. C'est aussi en fait une proposition, on avait collaboré avec d'autres réseaux, l'Impact France, Mednum, Numium, c'est un réseau de fédérations qui aussi ont beaucoup d'autres acteurs qui partagent un peu ces mêmes convictions. Et pour nous, concrètement, je pense qu'en termes de mise en place opérationnelle, c'est, je pense, quelque chose, en fait, on veut justement en fait, continuer à élaborer avec les parties prenantes, les décideurs publics, pour vraiment en fait, mettre en œuvre en fait, un dispositif qui va vous aider des personnes les plus éloignées aujourd'hui de pouvoir en fait adresser, avoir les compétences clés dans en fait, leur vie professionnelle. Et c'est extrêmement important parce que l'ONU le rappelle à fréquence régulière, mais ils s'étaient notamment emparés de la question dans leur tout premier rapport sur l'économie numérique. Ok, c'était en 2019, mais les choses n'ont pas vraiment changé depuis. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, soulignait déjà dès 2019 l'aggravation de la fracture numérique comme une ligne de front économique entre les peuples. Si rien n'est fait, voilà ce qu'il disait, le fossé qui sépare les pays sous-connectés des pays hyper numérisés se creusera et aggravera les inégalités. On est en 2022, Joséphine. On en est où aujourd'hui ? Je ne connais pas les chiffres de cette aggravation, de cette division, mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut le résumer à une phrase. Et d'ailleurs, c'était l'ambition de TechFugis quand on avait démarré, c'est qu'on avait des personnes réfugiées, mais on ne voulait pas les faire non plus des réfugiés du digital. C'est-à-dire qu'on est tous migrants dans cette grande transition numérique et qu'il y en a qui ont migré très vite vers le méta et le métaverse. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu à l'arrière. Et je pense qu'on peut parler du droit, effectivement, à la formation digitale et les formations au digital, mais il faut aussi parler de connexion au numérique, de connexion à un ordinateur. Pas de réseau, pas de réseau. Pas de data, pas d'outils numériques, pas d'insertion numérique. Exactement. Et donc, faut commencer par là. Nous, de notre côté, avec Assistech, on a des partenaires qui nous donnent des ordinateurs et qui nous donnent aussi des box Wi-Fi pour qu'on puisse effectivement être dans les camps de réfugiés et qu'on puisse avoir un accès stable. Et ça change beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. On a aussi beaucoup de chemin à faire et pourtant, j'ai très peu de temps pour vous poser une toute dernière question. On l'a vu avec l'afflux justement de réfugiés et j'allais dire quasiment au féminin ukrainienne et notamment d'enfants ukrainiens qui entrent dans les écoles françaises. Est-ce qu'on est devant un autre type d'intégration numérique ? Là, on a affaire à des publics qui sont extrêmement numérisés. Jusque-là, il n'y a pas de souci avec ça, qui ont déjà accès d'ailleurs très largement à des outils numériques en arrivant d'Ukraine. Est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques à mener ? Est-ce qu'il y a des besoins différents à adresser en matière d'insertion numérique pour ces publics, Jane ? En fait, je parle aussi un peu peut-être de certains retours d'expérience qu'on avait déjà eu et je dirais en fait peut-être qu'il n'y a pas forcément des grandes différences pour nous sur les compétences. On a des apprenants qui sont intégrés sur les parcours de base parce que en fait elles avaient besoin d'avoir une remise à niveau sur les outils bureautiques et d'autres qui sont intégrés dans les formations professionnelles vers les métiers développeurs. Donc je pense qu'il y a vraiment en fait les mêmes types de besoins d'aller plus loin dans notre parcours. Après, pour citer en fait une initiative, je suis fière parce qu'on a en fait une des apprenantes, Eva, chez Connexio, qui a décidé de dédier en fait une partie importante de son temps sur une initiative qui s'appelle aideukraine.fr, où ça agrège beaucoup en fait des initiatives, les associations, des en fait dont en fait c'est une ressource en fait sur la plateforme et elle est en fait une des personnes derrière en fait le codage de cette plateforme. Bravo. Voilà. Bravo à Eva. Joséphine, je sais que vous n'avez pas envie de faire de différence entre les apprenantes de Assistech. C'est aussi une des forces de l'initiative. Ouais.
Il y a 2 raisons pour lesquelles on n'a créé aucune initiative spécifique aux personnes ukrainiennes. C'est que, comme le rappelle Jean, il n'y a pas vraiment de besoin spécifique ukrainien. C'est assez similaire à toute personne réfugiée qui a quitté son pays et qui se retrouve en France. Et donc, il y a 2 choses sur lesquelles on ne peut pas travailler. On ne peut pas avoir une inégalité de traitement selon la nationalité, ce qui casserait un peu nos valeurs. Et la deuxième chose qui est importante, c'est sur l'efficacité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met ces personnes ensemble avec des personnes locales, c'est la diversité et cette richesse qui crée beaucoup d'apprentissage et beaucoup de valeur au programme. Si on commence à faire un programme que pour des personnes réfugiées ukrainiennes, je pense qu'elles vont avoir tendance à ne pas être encouragées à parler français, ou en tout cas anglais ou d'autres langues, et elles vont donc moins apprendre et plus se renfermer, ou en tout cas être toujours dans cet aspect un peu communautariste qu'on déteste en France, faut le dire. Mais voilà, c'est que la valeur du programme qu'on fait SISTEC, c'est quand même que des femmes qui sont en Grèce, en Italie et en France rencontrent d'autres femmes qui ont connu cette même expérience de l'exil, mais se découvrent différentes langues, différentes richesses. Et aujourd'hui, ce dont je suis le plus fière, c'est que nos différentes équipes, non seulement dans mon board, dans mon équipe, dans nos bénévoles, on a des personnes réfugiées qui construisent nos programmes, mais c'est que ça parle différentes langues et que les problèmes qui se posent en Grèce se posent aussi en France et que toutes ces personnes-là collaborent. Et hier soir, on avait notamment quelqu'un qui disait « Est-ce que je peux parler avec une des apprenantes en Grèce parce que j'ai ce même problème ?» Donc c'est cette sororité qui s'est créée autour de SISTEC qui est le plus important. Donc dépassons un peu la nationalité. Dépassons la nationalité et peut-être construisons ensemble le numérique de demain pour changer. Merci infiniment Joséphine Gouve d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Merci à Jingo également d'avoir été avec nous. Merci comme toujours à Amélia Matar. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de l'École du Futur.